Alors bienvenue donc à l'hôtel départemental des expositions du Var qui présente cet été, donc du 22 juin jusqu'au 29 septembre 2024, une exposition sur les routes de la soie, les routes de la soie entre vestiges et imaginaire. Cette exposition a été imaginée par Madame Valérie Zaleski, la commissaire de cette exposition, qui est conservatrice au Musée national des arts asiatiques, le musée Guimet, un grand musée parisien donc, qui a eu la gentillesse, la générosité de nous prêter une grande partie des œuvres donc, qui sont présentées dans cette exposition, réparties donc sur les 3 étages de l'hôtel des expositions du Var. La France et le musée Guimet, donc, qui est notre grand musée partenaire de cette exposition, doivent beaucoup à Paul Pelliot, ce grand archéologue spécialiste de l'histoire et de la Chine, mais aussi du Tibet, qui était un grand savant, un érudit, était polyglotte, il parlait plus d'une dizaine de langues, parfois des langues mortes, des langues anciennes de ces peuples d'Asie centrale. Il va même terminer sa carrière en ayant une chaire au Collège de France. Et donc Paul Pelliot, entre 1906 et 1908, il va donc mener une expédition, une mission en Asie centrale pour parcourir, retrouver ce parcours des routes de la soie, et il va faire des découvertes exceptionnelles, ces découvertes dans ces cités oasis, donc ces cités où il y avait donc, dans ces oasis ces caravansérails où les marchands donc s'arrêtaient pour faire des haltes, ou également en profiter pour vendre leurs produits, et donc c'était en fait des marchés en quelque sorte, et donc Paul Pelliot va découvrir dans 2 type d'endroits, la majorité de ces vestiges, soit en contexte funéraire, dans des tombes, soit en contexte religieux, c'est-à-dire dans des vestiges de sites de sanctuaires bouddhiques. Voilà. Et Paul Pelliot va surtout faire une découverte extraordinaire dans le site de Dunhuang, dans les grottes de Mogao à Dunhuang. On est donc à l'entrée de la Chine. On est vraiment au moment où les routes de la soie se réunissent après avoir traversé le désert du Taklamakan, où justement ces routes s'étaient séparées entre une route nord et une route sud. Eh bien, à Dunhuang, notre cher Paul Pelliot va découvrir dans une grotte qui avait été murée pendant des siècles, il va découvrir des milliers de manuscrits, des trésors de l'histoire, de l'archéologie, des trésors qui, en termes d'importance, sont peut-être l'équivalent, par exemple pour l'Égypte, de la découverte du tombeau de Toutankhamon, quelques années plus tard. Et donc c'est vrai que la majorité des objets qui nous sont présentés dans cette exposition sont issus de cette découverte de Paul Pelliot dans le site de Dunhuang. Alors, l'expression « route de la soie » en tant que telle est une invention récente dans l'histoire. Elle date en fait du XIXe siècle. C'est un géographe allemand qui s'appelait Ferdinand von Richthofen qui a donc choisi cette expression de « route de la soie » pour donc désigner, c'est vrai, ce phénomène de ces routes de commerce qui ont relié donc l'Orient et l'Occident entre donc 2 grandes périodes de l'histoire, que sont l'Antiquité et le Moyen-Âge, un millénaire donc, qui est présenté de cette histoire des routes de la soie qui se poursuit, encore bien sûr après, mais en tout cas, c'est vrai que cette expression de la soie date du XIXe siècle. Et pourquoi la soie aussi? La soie, en effet, a suscité tout un imaginaire chez les Occidentaux, chez les Européens pendant des siècles et des siècles, et surtout parce que la soie était un monopole de la Chine, puisque ce sont les Chinois qui ont inventé la technique, le secret de fabrication de cette fameuse soie. La soie, vous le savez peut-être, c'est donc obtenu à partir du fameux cocon du ver à soie, qui est donc la chenille d'un papillon qui s'appelle le Bombyx mori, le Bombyx humurier. Et on raconte en fait que ce serait une princesse chinoise qui un jour prenait son thé sous un murier et un cocon de ver à soie donc, serait tombé dans sa tasse de thé et elle aurait donc enlevé le cocon. Sa tasse était encore toute chaude, bouillante, et bien le cocon aurait donc lui aurait permis donc de dévider et donc de sortir un fil. C'est ainsi qu'elle aurait découvert la technique de la soie. Voilà. Après un nécessaire rappel sur l'histoire des routes de la soie, allant de l'origine de leurs reliques à celle de leur mythique nom, le tout terminé par une légende, Aurélien nous plonge dans le cœur de cette exposition, rectifiant nos idées reçues. Dans cette salle, nous sommes à la toute fin de l'exposition avec sûrement la salle la plus immersive qui vous présente les voies maritimes, les routes maritimes de la soie. C'est vrai que l'exposition traite en grande partie des routes terrestres, bien évidemment,
Mais l'originalité voulue par la commissaire, c'est de nous montrer qu'il y avait aussi beaucoup d'échanges par bateau, de montrer que justement les bateaux, les voies maritimes, même à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, vont supplanter les routes terrestres. Et on va voir, notamment dans cette salle, que le bouddhisme va profiter des voies maritimes pour se propager, se diffuser hors de l'Inde, justement en Indochine, en Cambodge ou vers l'Indonésie. Et puis également, on va voir que le matériau, le type d'objet qui était en grande majorité transporté sur ces voies maritimes, ces routes maritimes, ce matériau, ce sont les céramiques. Forcément, on va transporter beaucoup plus de marchandises et bien sûr dans des conditions beaucoup mieux. En effet, même si les risques pouvaient être aussi importants avec des naufrages, des tempêtes ou des attaques de pirates. Et c'est pour ça que les céramiques que vous voyez dans cette salle ont été retrouvées dans des épaves de bateaux qui ont été fouillées par les archéologues donc au large, soit de l'Indonésie ou des Philippines ou de l'Indochine. Voilà, donc c'est vrai que l'exposition a pour objectif d'un peu, un peu détruire certaines idées reçues qu'on peut avoir sur les routes de la soie. On pense tout de suite, c'est vrai, à Marco Polo, on pense à cette période où en fait les routes de la soie ce sont que des échanges sur des routes terrestres. Voilà, finalement, il y a beaucoup d'échanges sur les routes maritimes. Finalement, les routes de la soie, c'est autant des échanges matériels, d'objets de commerce, mais aussi des échanges immatériels, c'est-à-dire des échanges d'idées, des échanges de connaissances, de savoirs, de traditions, de folklore, de culture, de langue et bien sûr de croyances, donc de religion. Et c'est ça, une des grandes parties de l'exposition, c'est de montrer aux visiteurs qu'à côté des caravaniers, à côté des marchands, eh bien, il y avait aussi dans ces caravanes des moines, des pèlerins, des missionnaires, prosélytes, qui vont donc diffuser leurs croyances tout au long de ces routes de la soie. Alors en effet, il y a énormément de religions qui sont traitées dans l'exposition. On traite du manichéisme, du zoroastrisme, du nestorianisme, on traite du taoïsme et bien sûr on traite donc du bouddhisme, qui est la religion par excellence, qui a profité des routes de la soie pour se diffuser. Alors un espace incontournable en effet de notre exposition, un espace à ne pas manquer lorsque vous visiterez notre exposition, c'est au 2e étage. Nous avons une salle où l'équipe des médiateurs, dont je fais partie, nous avons concocté un dispositif multisensoriel, tactile et olfactif, où justement le but ce sera de toucher et de sentir, donc de toucher des échantillons, de sentir des odeurs, et le but ce sera de deviner ce que c'est. Donc parmi les choses à toucher, vous aurez des matières qui étaient donc échangées sur les routes de la soie, et dont de la soie d'ailleurs, il faudra deviner où est la soie. Et parmi les odeurs, vous aurez donc des épices aussi qui étaient énormément diffusées, transportées sur ces routes de la soie. Et à côté, nous avons une table numérique sur laquelle vous pourrez jouer, tester donc, après avoir testé vos sens, tester vos connaissances, et justement vous aurez 8 questions sur les grandes thématiques abordées dans l'exposition. Également, dans cette salle, je finis avec les extraits d'un documentaire ce documentaire, c'est La Croisière jaune, appelé donc La Croisière jaune, qui est un documentaire des années 30, qui retrace la mission Citroën qui reliait Beyrouth à Pékin, avec bien sûr non pas des chameaux, mais bien sûr l'automobile.